C'est ton casque que tu mets. Ouais. Oui, Oui, Et est-ce que là, blablabla. on est-ce nous entend? que vous nous entendez maintenant? Est-ce qu'on nous entend? On va voir le Twitch pour nous entendre. Oui, c'est bon! Oui! Magnifique. Oui, oui, oui! En même temps, effectivement, vous Ouais. avez raison. Qu'est-ce que serait un Twitch de la garde de nuit sans problème technique? Et là maintenant, vous Donc, m'entendez également. Bon, Ah, c'est rebonjour. vrai. bonjour tout le monde. Eh ben, c'est parfait. Eh ben, merci les gens d'être aussi patients et attentifs. Et donc, je disais, bienvenue à tous sur ce live qui va être consacré à l'analyse en fait de la bande-annonce de Dunkelhoff. On a du retard, c'est entièrement et 100% de ma faute puisque j'étais censée gérer la technique et mon PC a craché. Et donc on remercie très chaleureusement Chao en fait de nous seconder pour cette technique. Donc déjà on applaudit, bravo Chao, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Et du coup je suis en compagnie alors, de Chris. Coucou. C'est bon. Voilà, de Yoda Coucou à toutes et et, tous. et de Chao, donc qui Bonjour. gérera la technique comme il peut, le pauvre, euh, pour cette session. On est censé, les images vont apparaître normalement à un moment donné dans le Twitch, mais au début, on fera avec simplement nos mots. Et alors, peut-être juste avant de se lancer dans la bande-annonce en elle-même et en attendant un petit peu les gens, juste rappeler aux gens qui nous suivent peut-être depuis un peu récemment que on a déjà fait un podcast sur Dunkelhoff. C'était avec toi, Chris. Est-ce que tu te souviens de l'année éventuellement? C'était en 2023, c'était avec Euzor aussi, et on avait discuté de Dunkelhoff. Alors c'est quand même plutôt un podcast réservé aux gens qui ont lu les 3 nouvelles, puisque on fait le point sur les 3 histoires quand même. On dit un peu qu'est-ce que c'est nos préférés, machin, tout ça. Et je me crois me souvenir qu'on spoil quand même allègrement, donc si vous les avez pas lus, il vaut mieux le lire avant d'écouter ce qu'on a à dire, puisque comme d'habitude avec la garde de nuit, on travaille sur le texte plutôt que sur ce qu'on pourrait en prédire juste avec un résumé, quoi. Eh Voilà. ben parfait. Et On mettra le lien dans la description éventuellement. Euh, Si vous dans le arrivez chat, on peut le à remettre. voir le chat, on pourra le mettre. Il y a ça et aussi grande nouveauté, nouvelle, même si ça fait quand même quelques mois qu'on en parle. On a fait la relecture de la saga en entier. Ça avait commencé en 2020, on est en 2025, ça c'est fini. Et là, on va se lancer dans la relecture de la première nouvelle pour l'instant de Dunkelhoff, celle justement qui est adaptée. On commence en novembre. Si jamais vous êtes intéressé par lire ou par relire la nouvelle de Dunkelhoff, venez nous rejoindre, puisque on fera, je crois que c'est précisé dans l'article dont on parle, mais en fait, à partir du 1er novembre, on a découpé la nouvelle en trois parties et on va en fait réagir sur chacune des parties. Donc, si ça vous intéresse, un petit rafraîchissement avant la série qui va arriver, vous êtes les bienvenus et ça se passera sur le forum. Voilà. Et tu veux qu'on fasse un petit point peut-être sur la série avant de se lancer, comme ça on gagne encore un peu de temps pour Chao qui est en train de gérer la technique. Peut-être sur les 20 ans avant, Ah oui, d'accord, bah vas-y. même si, Lilou effectivement nous dit le 1er, le 8 et le 15 novembre, en fait, il y aura une partie de Dunkelhoff qu'on relira, qu'on analysera. Et effectivement, puisqu'il n'est pas trop tard, mais dans une petite dizaine de jours, en fait dans une semaine globalement, on va tous se retrouver dans un charmant lieu en France pour fêter les 20 ans de la gare de nuit. Il reste encore une toute petite poignée de place, donc si éventuellement il y a des personnes qui seraient intéressées pour nous rejoindre, vous allez sur le forum de la garde de nuit, tout vous expliquer sur où ça se passe, quand ça se passe, comment ça se passe. N'hésitez pas à vous inscrire, il nous reste un petit peu de place pour venir nous rejoindre aux festivités. C'est promis, on a un super programme de la mort qui tue. Et du coup, sur la série, qu'est-ce qui nous attend? Alors déjà, la série, elle sort le 26 janvier. C'était aussi l'occasion de faire l'annonce de la date.
ça, 19. hein, si je dis pas de bêtises. 19, 19 pardon. Le janvier. 26, on sera déjà à l'épisode 2. Le 26 janvier, c'est le Fandival, en fait. Voilà, c'est pour ça. C'est ça, Euh, voilà. donc, elle sort le 19 janvier. Elle sera constituée de 6 épisodes de 30 minutes, a priori. Mm. Alors, on pouvait se demander pourquoi le format 30 minutes. Alors, moi, personnellement, j'ai jamais cru que la série ferait 6 fois 1 heure. Je voyais pas comment, dans la première nouvelle, on pouvait tirer 6 fois 1 heure. Ça a toujours été pour moi juste un gros téléfilm et ça va un peu dans ce sens-là, donc dans le format mini-série. Et le 30 minutes, c'est le format comédie, et ça, on aura l'occasion d'en reparler vis-à-vis de la bande-annonce. On voit vraiment que c'est la tonalité qui a été choisie. Ce qu'on peut dire également, c'est qu'a priori, si les saisons 2 et 3 sont validées, si je dis pas de bêtises. C'est Sont en ça. production derrière. Mm. Parce que dans l'idée, ils veulent pas que gamins qui jouent Egg, du coup, grandissent trop vite. Et du coup, ils ont lancé la production en même temps. Je pense que ça va aussi avec le fait que le planning de House of the Dragon a été bien retardé. Et qu'ils se disent qu'ils vont avoir des choses à combler. Alors, même si l'année prochaine, on aura du coup 2 séries, a priori, Game of Thrones, je pense qu'ils vont avoir besoin des saisons 2 et 3 de Dunkelhoff pour combler un peu entre les saisons 3 et 4 de House, à mon avis. Enfin, je le sens comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Je pense que c'est assez probable parce que a priori Dunkelhoff, on devrait. Alors, on n'a pas encore, c'est rien d'officiel ou quoi que ce soit, mais il est assez probable qu'on ait quand même une saison 2 en 2027. C'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes enjeux, donc en fait le fait de filmer une saison et de la sortir en parence, c'est possible. House of the Dragon, si ça fait comme ce qu'on a vu depuis le début, c'est en fait c'est une saison tous les 2 ans. Donc, ce ne serait pas avant 2028. Après, c'est vrai que moi, ce qui m'étonne, c'est qu'en fait, sur la première moitié de l'année 2026, on a quand même 2 saisons Game of Thrones. Enfin, deux séries Game of Thrones. Ouais, après, je pense qu'il y a un embouteillage de planning aussi. Ils ont leur propre série, il y a d'autres trucs et tout ça. Je pense vraiment que, il y a eu un couac pour la diffusion de Dunkelhoff qui était quand même plutôt prévu sur 2025 à l'origine, pour 2025. justement faire patienter jusqu'à l'arrivée de House of the Dragon saison 3. Là, c'est un peu. Je pense qu'ils se sont dit on le retarde parce qu'il y a dû y avoir des raisons techniques. Je le vois comme ça, ou de bouchons de planning. Et en fait, ils se sont retrouvés à un moment où ils ont dû se dire bah là, il va y avoir les vacances de Noël, c'est même pas la peine, on sort pas ce truc-là. On va attendre que ce soit passé, et quand ce sera passé, bah, ce sera le 19 janvier, quoi. Donc voilà. C'est ça. Et il y a eu des reshoots sur Dunkelhoff. Après, bon, il y a souvent des reshoots sur tout ce qui est même film ou série. Il y a souvent des reshoots, mais là, il y en a eu assez tard, puisqu'il y en a eu en fin d'année 2025, justement. Euh, donc, en fait, on ne sait pas trop pourquoi ça a été retardé. C'était fin 2025, là, donc c'est 2026. Euh, Reste que. Après, Là, on arrive. après, d'un point de vue contrainte, Dunkelhoff, c'est très différent de House of the Dragon parce qu'il y a très peu d'intérieur, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui se passent dehors, donc j'imagine que tout ce qui est météo, ça doit jouer un peu. Je sais pas exactement ce qu'ils auront eu comme souci, mais ils ont fait le choix de retourner tourner en Irlande, contrairement à House of the Dragon qui est tourné en Angleterre, avec tous les problèmes que ça peut impliquer, parce que pour avoir été en Irlande au printemps, bah, ils ont eu une mini canicule de 5 semaines là-bas à cette période-là. C'est pas dit qu'ils l'aient pas payé tout le reste de l'année. Voilà, sinon, que dire de plus? Donc, c'est une personne qui s'appelle Ira Parker, qui est le showrunner de la série, qui est, Qui a déjà alors, bossé qui est sur pas le House, hein. premier. Ouais, oui, c'est ça. C'est un de membres de l'équipe de House of the Dragon. C'est pas le premier à être sur le projet, parce que c'était Conrad qui était d'abord le premier nom annoncé, mais en fait ça a été changé. Bon, après, ça fait partie de la vie des projets de chez HBO, hein. Il le confie à des personnes, la personne part, il le reconfie le projet à d'autres personnes. Donc voilà, il y aura eu quand même la première fois qu'on en a entendu parler. Je me souviens plus si c'était en 2019 ou en 2021, mais il y a quand même quelques années, et le projet, lui, il est en travail Il depuis au moins enregistre. 2019. Oui, et puis dans les choses qu'on peut noter, c'est que j'ai plus leur nom, mais il y a que 2 réalisateurs sur le projet. Donc ça veut dire qu'ils ont réalisé globalement 3 épisodes chacun, donc 1 heure et demie chacun. Donc c'est vraiment découpé en 2 x 3. J'imagine que les disponibilités de planning et les choses comme ça, c'est pas forcément évident à gérer. Je sais pas si ce sera le cas sur les futures saisons, mais par exemple sur House of the Dragon, on avait quand même plusieurs réalisateurs. J'ai plus le chiffre en tête, mais on avait au moins 5 ou 6 réalisateurs par saison.
Donc C'est ça. Voilà. c'est pas du tout les mêmes conditions de travail. Et bah, voilà, un peu ce qu'on peut dire. Ah si, bah, on a quand même il y a une petite exclue qui est quand même sortie. Alors je sais plus si c'était dans Entertainment Weekly ou dans Variety, mais a priori il y aura pas de générique. Donc Oui. on aura un carton de texte qui annoncera A Night of the Seven Kingdoms et pas plus. Donc voilà, soyez pas surpris et commencez pas à rager. Ça fait partie de la DA de la série. Ira Parker a défendu ce choix en disant qu'on n'était pas du tout on va dire dans la grande histoire de Game of Thrones avec le générique épique que ça imposait. Donc on est sur quelque chose de plus resserré, plus intimiste. Donc Mm. l'idée de supprimer le générique traditionnel pour aller vers quelque chose de plus simple, ça coïncidait mieux avec le ton global de l'œuvre, quoi. Voilà. Et effectivement, ce n'est pas L'idée est Ramin plutôt Djawadi. intelligente. Ouais. Et ce n'est pas Ramin Djawadi à la musique, mais c'est un autre compositeur, alors dont on a eu le nom il y a quelques jours. C'est dans l'article qui est sorti il y a 2 jours. Je ne me souviens plus de son nom. Hop là, je vous dis ça tout de suite. Mais voilà, donc pas Ramin Djawadi. Ce sera Dan Romer. Je ne connais pas ce monsieur. Dan Romer, alors attends, je vais le Wikipédia vite fait, mais il y a des chances qu'ils sortent quand même de chez Zimmer et compagnie, hein. Je vois pas pourquoi ils auraient perdu le contrat. Alors, Dan Après, Romer. c'est vrai, comme on est vraiment sur une série qui est, je pense, pas du tout le même enjeu financier, la même ampleur. Voilà, ils investissent pas forcément les mêmes moyens dedans, quoi. Ouais, on est sur Si on empêche pas que ce soit. Alors moi, je vois les 2 derniers trucs qu'il a fait. A priori, les 2 derniers trucs qu'il a fait, c'est l'adaptation de Lilo et Stitch en live action. Et c'est pas lui qui a composé les thèmes originaux, hein, puisque du coup, c'était les thèmes d'Alan Silvestri du film qui ont été repris. Et Death of a Unicorn, où il a remplacé John Carpenter au pied levé. Donc en fait, on est vraiment sur quelqu'un qui est là pour faire le boulot, mais il faudra pas s'attendre, je pense, au même travail que Djawadi sur la musique, quoi. Ça veut pas dire que ce sera pas bien, c'est juste qu'on va être sur quelque chose de peut-être un peu plus, soit plus convenu, soit de complètement différent. Je sais pas trop. Voilà. Après, ça doit correspondre un peu à la tonalité parce qu'il va bosser sur le prochain Guy Ritchie. Donc voilà. Donc, je pense qu'on est quand même pas, ça tombe pas, la pomme tombe pas trop loin de l'arbre. Ça tombe bien, on va pouvoir causer des fausses voix. Exactement, ils sont là, ils nous attendent. Bah du coup, c'est parfait, on va pouvoir passer à notre premier item qui est le décor et les ambiances. Donc la diapo juste après, Chao. Ah oui, on vous diffuse pas le trailer parce que pour des raisons de droit, et puis on pense que si vous êtes là, c'est que vous l'avez vu. A priori, sinon vous allez vous faire spoil. Non, sinon ce serait rigolo que quelqu'un, genre, Chao, je suis même pas sûre qu'il l'ait vu d'ailleurs. Tu l'as vu, Chao, ou pas? Voilà. Au final. Donc voilà. Donc Chao ne l'a pas vu. Non, je l'ai pas vu. Je peux mettre le lien s'il n'a pas déjà été mis. Je vais mettre le lien. Oui. Si vous l'avez pas vu, vous pouvez le voir et on va mettre. Voilà. Exactement. Et du coup, Chao, tu nous diras à la fin en fait ce que tu as pensé de la bande-annonce avec notre description. Ouais, pas de problème. Alors du coup, premier raperçu sur l'ambiance en fait en général. Je fais juste une toute petite parenthèse. My bad, Dan Romer n'est pas quelqu'un qui fait partie de la Remote Control Production, contrairement à Djawadi. Donc qui ne fait pas partie de la boîte de Hans Zimmer de musique de film. Et c'est quelqu'un par contre de la maison HBO qui a déjà composé pour HBO. Voilà. Donc ils sont allés chercher quelqu'un quand même qui connaissait. Ouais, c'est ça. Mais pas quelqu'un. J'avais dit peut-être la Remote a perdu le contrat. En tout cas, on va pas dans cette direction-là, dans la direction de on garde quand même. Ça aurait pu être on va dire quelqu'un qui bosse pour Djawadi en tant qu'assistant musique, qui aurait pu reprendre le truc, comme ça arrive. Par exemple, la BO de l'animé Pacific Rim, qui doit s'appeler Pacific Rim Black quelque chose, je sais plus ce que c'était. C'était Djawadi qui avait fait la musique de Pacific Rim, et du coup, c'est le gars qui l'a aidé à faire la musique de Pacific Rim qui avait fait la musique de la série. Là, on n'est pas dans ce genre de configuration. Ok. Ouais, donc ça risque d'être effectivement complètement autre chose. Après, à voir si effectivement ce qu'on a eu sur les musiques de la bande-annonce était révélatrice de ce qu'on aura ou pas. Ça, c'est toujours un peu difficile à savoir. Et bien ça, pour le coup, je trouve que
par rapport à la bande-annonce, alors que ce soit l'accent de Dunk ou les ambiances ou la musique, on est très sur coucou, voilà l'Irlande, quoi. Je trouve qu'il y a quand même cette ambiance-là au global. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais un petit peu, ouais. Et le côté sur la musique, ouais, surtout. Du coup, alors ambiance un peu générale, ambiance et décor, c'est notre premier item et il y a eu deux réactions qu'on a vues. La première, c'était enfin de la couleur dans une série Game of Thrones, et la deuxième, c'est oh là là, ils ont encore mis le filtre gris. Donc, qu'est-ce que vous en avez En fait, personne n'est d'accord. sur c'est les trois premières images éventuellement Chao qui avaient été mises. Alors moi je trouve qu'on est quand même sur du très sombre encore. Voilà, c'est-à-dire que alors on a une image donc d'intérieur de rencontre entre Dunk et Love, donc c'est de l'intérieur, ça peut se comprendre. Il y a sur le tournoi de la fin, donc on voit tous les chevaliers, alors je vais pas dire ce qui se passe, mais donc les chevaliers qui sont alignés, où là ils ont fait fonctionner la machine à brume à fond. Alors je comprends le côté ultra dramatique de l'action pour souligner un peu à la Pirate des Caraïbes qui faisait ça aussi. Mais alors je moi trouve je mettrais un bémol, le brouillard il a l'air très numérique. Hein. Ah ouais? Ok. Ah ouais, je trouve qu'il fait pas naturel du tout. Il fait pas... Donc contrairement à ce que tu pourrais avoir dans un Pirate des Caraïbes, je trouve que les fumées elles ont pas de texture. Donc je m'attends quand même à ce que ce soit un rajout. Après sur l'étalonnage, je pense qu'on est en face de l'étalonnage global de la série quand même, parce qu'à mon avis elle doit être finie quand même depuis. Mais on a déjà vu des différences entre notamment les bandes annonces de House of the Dragon et le produit fini, où on n'avait pas tout à fait la même colorimétrie. Donc à prendre avec des pincettes, je trouve ce côté-là. Même si mais alors justement, House of the Dragon... Ça change rien après au choix de costume, par exemple, tu vois. C'est pas ça c'est clair. La question, c'est juste la colorimétrie. Il y avait un peu assombri justement sur House of the Dragon, ça. Entre ce qu'on avait eu sur la bande-annonce et ce qu'on a vu en termes au final. Donc en fait, je pense qu'on est encore sur ce filtre gris. Moyen-Âge égale filtre gris égale... Voilà. Après, à voir dans quelle mesure est-ce que ça s'intègre pas mais je pense que là ils joueront là-dessus au scénario, c'est que on est quand même sur Dunk qui enterre une personne sur la première image, donc un côté un peu négatif, le côté dramatique, mais il y a d'autres images qui ont l'air de montrer un peu plus de couleurs aussi justement. Oui, il y a quand même des scènes en extérieur, moi je trouve qui ont une belle couleur en fait. Voilà, par exemple là, là et surtout celle-là. Avec une image de promo, qui n'est pas une image de la bande-annonce justement, mais je l'ai rajoutée justement pour ce côté un peu. Pour le coup, il y a de la lumière, il y a de la couleur, il y a de l'herbe, c'est dehors, c'est joli. Après, j'aurais tendance à dire que comme on est dans une franchise, ça colle à l'ADN de la franchise en fait. Je pense qu'il se pose même pas la question, tu sais, à mon avis, il y a l'envie d'aller vers quelque chose d'un peu plus coloré, parce que de toute façon, on va vers de la comédie aussi. Donc, de pas. Si tu mets tout en plus gris que la vie et que tu fais de la comédie, généralement, ça marche pas très bien, quoi. Non, pas vraiment. Voilà. Donc, c'est une volonté que je pense qui est normale, mais à mon avis, il y a quand même le côté. Ça fait partie de Game of Thrones, ça fait partie de House of the Dragon, ça fait partie du même package, et du coup, il faut que visuellement, quand les gens voient une image, ils se disent c'est le même univers, quoi. On est dans Game of Thrones, quoi. Mais je trouve qu'on retrouve plus la colorimétrie pour le coup des premières saisons de Game of Thrones, parce que les dernières sont vraiment grises, je trouve. La première, marron. La première était plus colorée, quoi. La séquence du tournoi, il y avait quand même, on était peut-être sur des tons un peu plus sépia ou des choses comme ça dans les costumes, un peu plus des couleurs délavées ou un peu plus pastel, mais les tatouages de Jason Momoa, ils étaient d'un bleu bien vif à l'écran quand même, tu vois. Donc je pense on est plus dans le ton des premières saisons. Ça, je te rejoins assez là-dessus. Et voilà, si vous avez quelque chose à rajouter sur les couleurs. Ouais, j'ai bon espoir qu'il y ait de la lumière et des couleurs, et qu'on n'ait pas besoin de regarder la série dans le noir pour voir ce qui se passe à l'écran.
Et puis, contrairement effectivement à ce que tu disais, comme ce que tu disais, Chris, contrairement à House of the Dragon, on est moins en intérieur. On a quelques scènes, mais on est beaucoup en extérieur. Donc forcément, qui dit extérieur dit probablement plus de lumière en fait. Alors, je sais pas de naturel ou pas, mais en tout cas, alors après, la lumière irlandaise, c'est quelque chose de particulier, hein, j'ai envie de te dire. Oui, bon, après, ils peuvent leur mettre des gros projecteurs dessus la figure, même s'ils sont à l'extérieur. Après, si on devait vraiment rentrer dans la technique, maintenant, ce qui a tendance à se faire, c'est faire ce qu'on appelle des flat lights, c'est-à-dire qu'en gros, ils mettent des lumières neutres sur toute la scène, quand ils peuvent, hein, notamment dans les intérieurs, et ils font toute la lumière, et je travaille toute les lumières en fait à la post-prod. C'est ce qu'on a un peu dans House of the Dragon, et du coup, c'est ce qui donne un peu des tons un peu chelous parfois, moi je trouve. Enfin, tu le sens maintenant, je trouve, quand c'est un étalonnage numérique, contrairement à quand la lumière elle est travaillée directement sur plateau en fait. Donc c'est pas tout à fait la même ambiance. Et c'est pour moi ce qui distingue entre autres certaines lumières des premières saisons de Game of Thrones par rapport à House of the Dragon par exemple. Ok. Oui, effectivement, il travaillait pas mal. Je me souviens des Noces pourpres. C'est pas mal à la bougie. Hein. Alors, c'est pas un vrai éclairage à la bougie, mais il y a une idée de faire ça, quoi, ouais. Et pour répondre à la question qui a été posée, oui, il est bien irlandais, hein, Peter Claffey. Hein. Il a joué au rugby dans des équipes irlandaises. Voilà. Notamment du côté du Connemara. Donc, on est bien dans les bons gros accents irlandais de là-bas. Pas mal, je trouve, comme, même avec l'accent, etc. de cet acteur. Mais on en reparlera peut-être après. Je voulais juste faire un point sur justement celle où on voit Dunk dans la porte, dans l'entrée de porte. Chao, si tu la vois. Non, juste en bas. Après. Ouais, voilà. Juste celle-là. Où il y a un petit point statue qui est un peu rigolo. Où on sent qu'on est complètement dans une réinterprétation contemporaine dessus. Là, juste au-dessus, ouais. Du médiévalisme, en fait, où tu vois, on met des statues de chevaliers avec un cheval qui se cabre et tout, ce qui évidemment n'était pas du tout le cas à l'époque médiévale. Mais, ce n'est pas mais j'aime bien ce côté un peu habillage, quoi. Non, ce n'est pas du tout historique, voilà. Mais bon, on sait que ce n'est pas une série historique. Même s'ils recommencent avec leur côté un peu, il n'y a pas de dragon, qu'on se croirait dans l'Europe médiévale du XIVe siècle, non, mais bon, bref. Mais j'aime bien ces statues. Voilà, alors, moi, pour le coup, ça me fait plus penser à Harry Potter et aux cavaliers du premier Harry Potter, là. Complètement. Mais je trouve que du coup, c'est complètement dans cette idée de ça fait Moyen-Âge. C'est complètement du médiévalisme. Ouais, puis il me semble que ça rejoint un peu les statues qu'on avait à Vaes d'Autrac ou des trucs comme ça, un peu, je trouve, dans ce style-là. Oui, aussi. Et on va du coup pouvoir... Alors, la photo juste après, j'avais mis les pavillons. Non, juste au-dessus. Voilà, Bon, gris, mais il y a quand même, je trouve, un point intéressant, c'est qu'il y a quand même une belle diversité dans les pavillons de tournoi de tous ces chevaliers. Où là encore, je pense qu'il y a un souci qui a quand même été apporté au décor, comme ce qu'on avait pour House of the Dragon, où ils se sont pas contentés de faire 3 tentes à droite à gauche, et où là, par exemple, on arrive assez bien à distinguer la tente de Baratheon, des Harding et Targaryen. En même temps, j'ai envie de te dire, c'était le point à pas rater, je trouve, parce que c'est quand même le décor principal de. Je pense, on va y passer. Allez, peut-être dans le premier épisode, il y a un quart d'heure qui va se passer en dehors. Peut-être dans le dernier épisode, il y aura une scène où on sera en dehors, mais au milieu, on va être tout le temps dedans. Donc, c'est important de lui donner une identité forte et un endroit où on va retrouver. Où on sache tout de suite, quand le décor apparaît à l'écran et qu'il est en arrière-plan, où on est, dans la tente de qui finalement. Ce qui est un peu l'équivalent. Je pense qu'ils ont dû le réfléchir un peu comme les châteaux dans Game of Thrones, c'est-à-dire suffisamment d'identité visuelle pour qu'on n'ait pas de doute sur l'endroit où on se trouve quand on voit apparaître la scène, quoi. Et puis je pense que ça va aussi pas mal aider à reconnaître les personnages, puisque pas forcément être super évident. À nouveau, l'usage du blason, en fait, pour retrouver la maison, le personnage. Quoi. Donc voilà, surtout le personnage de Harding, là, toute la maison Harding, je pense, on va le revoir. Mais en parlant de blason, t'as mis une photo avec des blasons après.
Ouais, après, c'est beau blason. Donc, juste après, nous avons une nouvelle version du blason Targ. Avec la particularité d'avoir les ailes qui volent, alors qui n'est effectivement pas décrit dans les bouquins. Là, on est complètement sur un redessinage. C'est nouveau. Mais voilà, qui est assez... Pourquoi pas? Moi, je trouve ça assez cool. En vrai, pareil. En vrai, je trouve que c'est cool de voir que le motif, il est pas figé, quoi. Alors que on pourrait se dire, tu vois, alors je sais pas, alors je suis pas un grand fan de Star Wars et je risque de me faire tracher, mais il y a, en gros, c'est pas aussi figé. Je trouve que certains visuels qu'on peut avoir qui ne bougent plus une fois qu'ils sont arrivés. Dans tout le côté, avec tout le côté franchise, en fait, je recommence cette phrase, avec tout le côté franchise qu'il peut y avoir, je trouve que c'est bien que les choses soient pas figées. Que tu te dises pas, ah bah non, bah c'est comme ça et pas autrement, tu vois. Yann Solo, on doit toujours l'habiller avec un gilet, tu vois, ou un truc comme ça. Il y a un truc un peu de ce style-là, peut-être on peut changer un peu deux, trois trucs, même si on retrouve certaines choses qu'on connaissait déjà. La petite réinterprétation en se disant bah non c'est 100 ans plus tôt, on se fait plaisir, ça a du sens quoi. D'autant plus que en vrai le blason Targaryen rond sur une bannière de ce type-là c'est nul. Voilà, donc il est tout seul, tout rond, et il y a un grand espace de vide à côté, autant en faire quelque chose quoi. C'est justement la remarque d'ailleurs, c'est que j'aime bien sur les deux morceaux, je trouve ça vraiment joli. En fait, c'est ça, c'est que j'aime bien le fait que la forme s'adapte très bien au dessin, ou enfin que le dessin s'adapte très bien à la forme, tu vois. Et on a aussi un côté un peu, c'est l'envol du dragon. On sait à cette époque-là que les Targaryens ont plus de dragons. Alors pour le coup, là, je spoil rien. Hein, ça a été même dit par le showrunner. Ils ont plus de dragons et on peut éventuellement se dire que tu vois, c'est une autre forme d'occuper l'espace. Tu vois, tu fais un blason plus grand, plus important que ce qu'il ne deviendra par la suite. Un dragon qui prend son envol, je trouve ça assez intéressant. Voilà. Bon, après, je pense qu'en vrai, ça doit être une horreur à peindre et à blasonner et à reconnaître dans la vie de tous les jours, mais le visuel repassent leur petit truc pour que ça soit bien tendu jusqu'au bout là, parce que si c'est froissé. Ouais. Il doit mettre des fils de fer, c'est pour le tenir. Donc voilà pour le côté costume, décor et ambiance, éventuellement s'il y avait d'autres choses que vous avez remarqué ou. Non, je pense que on a dit le principal. Pour l'instant, il n'y a pas trop de pluie. Alors je doute un peu qu'on soit dans le Conflans. Voilà, c'est ma seule remarque. C'est la première. Tu peux cocher la case Conflans. C'est fait. Il y a de la pluie. Regarde l'image où Dunk enterre. Il y a de la pluie. Il pleut. Oui, il y a de la pluie, il y a de la pluie. Non, c'était vraiment juste pour la vanne. Hein. Il n'y avait pas de. Non, je sais. Il enterre quelqu'un, alors il est triste, alors on extériorise de cette façon sa tristesse. Voilà. Alors, si on passe maintenant au personnage. Alors, du coup, je trouve que c'est une bande-annonce qui présente 3 personnages en tout et pour tout, à savoir Dunk, l'œuf et ce personnage-là qui est Aerion Targaryen. Était assez attendu. Et en fait, c'est vraiment le seul, parce qu'on voit pas les autres personnages de la nouvelle. On voit un peu il y a Lionel Baratheon. Ou Lionel. Ah non, on voit pas Lionel quand même. Lionel Baratheon, qu'on voit juste après, justement. Mais Aerion Targaryen, du coup, alors c'est un design qui est complètement différent à la fois de ce que la nouvelle décrivait, où il est décrit avec des longues boucles dorées et argentées, enfin de la couleur des cheveux Targaryens, et des différentes illustrations qui ont été faites, notamment de l'adaptation comics, où il y a pareil des cheveux longs. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez de ce style un peu... je suis désolée de la référence, hein, mais ça fait un peu vampire de Twilight. Moi, j'aime beaucoup. Je le trouve super classe. Il est... c'est bon. Ce n'est pas parce qu'il est problématique que je l'aime bien. Je tiens que
J'ai pas encore fait mon avis définitif sur le personnage, donc ça ne validera pas le bingo que j'aime un personnage problématique. Merci. Mais j'aime beaucoup le design de ce qu'ils ont fait de son armure, parce que l'armure est juste après ça aussi. Visuellement, c'est quand même sûrement ce qu'ils pouvaient faire de mieux avec la description, en fait, quoi. Enfin, moi, vraiment, j'aime beaucoup. Ah ouais, alors moi, je suis un peu plus en... Je suis un peu plus... Ouais, mais je crois qu'on n'est jamais fait pour s'entendre, Yoda, finalement. Non, on n'est pas fait pour s'entendre. C'est pas grave, c'est comme ça qu'on s'aime, je pense. Mais... moi, j'ai trouvé que le perso était un peu genre... Alors, j'ai eu l'impression de voir arriver quelque part quelqu'un qui était entre Viserys et Eddie Redmayne, je trouve, physiquement. Et sa première apparition là, avec sa capette, j'ai trouvé que ça faisait cheapos, pour le coup. J'ai pas du tout trouvé ça... D'un coup, j'ai trouvé que ça faisait cheap, je sais pas pourquoi. Et son armure en imprimante 3D, là, moi, j'ai un peu du mal avec ce côté-là. Autant je trouve l'arme... Ah bah si, je trouve qu'en fait, moi j'y crois pas du tout à cette armure en fait. Je crois pas qu'elle puisse exister autrement que imprimée au 21e siècle en fait. Contrairement à d'autres armures qu'ils ont déjà faites dans... Et ça rejoint un peu l'armure, je trouve, de... Zut, comment il s'appelle, de Daemon dans Absolute Dragon. Ouais. Où j'y croyais pas du tout non plus avec ses petites ailettes sur le côté là. Et du coup, voilà, moi je comprends ce qu'ils ont essayé de faire avec, mais maintenant... le rendu me laisse un peu perplexe. Peut-être que ce sera mieux porté hors bande-annonce, mais voilà. Moi, je trouve que c'était compliqué de faire mieux par rapport à la description qu'il y en a, en fait, quoi. Parce que... Alors, je me souviens pas exactement de la description, donc je serais pas capable de te remettre... même mon image mentale, je pense, de lui est pas vraiment fixée, tu vois, donc... Alors, il me semble que la description... Contrairement à son ivrogne de frangin, cousin, je sais plus lequel, voilà, de frère, voilà. Où j'ai une vision beaucoup plus précise, mais vous noterez que les ivrognes et le conflant, j'ai des visions plus précises que les Targaryens flamboyants, généralement. Mais qu'il a une espèce de grande crête, en fait, sur la tête. Enfin, c'est le but de... Il a une... qui est tricolore. Justement avec le côté, il y a un jaune, orange et rouge. En fait, c'est son blason à lui en fait, parce que il a suffisamment d'arrogance pour. Ok. Non mais voilà. Après, faut le voir porter. C'est juste que je trouve que en fait, maintenant, on a tendance à se dire qu'on peut absolument tout faire, et des fois, je trouve que c'est le mieux est l'ennemi du bien, quoi. Je trouve dans ce type de construction. C'est pas que je trouve pas que le design soit cool, c'est que je trouve que des fois, il y a des trucs qui doivent rester je sais pas, en design préparatoire, là, vraiment cette armure-là, j'y crois pas du tout. Ok. Moi, je suis plus convaincue par celle-là que par celle de Daemon, que je trouve un poil trop brillante. Là, le côté... En fait, j'ai l'impression que le design de son armure, tu sais, ça fait un peu ado avec du gomina, enfin, tu sais, les crêtes, etc. Et je trouve que son armure, elle correspond parfaitement à son physique en dehors de l'armure, avec les cheveux courts, etc., qui fait un peu le bad boy des années 90, quoi, si tu veux. Et je sais pas, j'attends de voir l'interprétation en général, mais pour l'instant, je dis ok, pourquoi pas ce que ça donnera. En tout cas, voilà, je trouve qu'il y a une super correspondance entre son home d'armure et le personnage, la coupe du personnage qu'ils ont choisi, le rendu qu'on pourrait avoir. Ouais. Après, il a l'air détestable à la première image, hein. Ça je remets pas en question, hein, mais... Ça alors, c'était étonnant. Non, mais je sais pas, l'armure, c'est vraiment la physicalité, la manière dont il pose son casque. Là, je crois pas du tout que le casque soit lourd, tu vois. C'est comme quelqu'un qui manie une épée de jeu de rôle grandeur nature et quelqu'un qui manie une vraie épée, tu vois. Je trouve que la différence, elle se fait quasiment à ce niveau-là pour l'instant pour moi. Donc à voir dans le truc. C'est ça. On va pouvoir passer au deuxième personnage présenté dans cette bande-annonce, à savoir Lionel Baratheon, ou l'Orage Moqueur, qui pour le coup, les seules images qu'on voit de lui, c'est des moments où il rigole, donc c'est pas trop mal. Et surtout, je trouve qu'il y a le côté exubérant du personnage qui... Alors,
qui ressort vachement bien dans la bande-annonce. J'ai un peu peur que du coup en fait la bande-annonce nous a spoilé tous les moments avec lui, ce personnage. Le côté exubérant, parce que le côté, en fait, même en banquet, je porte mes bois de serre, j'ai mon armure avec mes bois de serre. Voilà, Après, j'ai faut voir que c'est obligatoire parce que c'est un peu la grosse resta du casting. C'est l'acteur le plus connu du cast. Donc, pas étonnant qu'il l'ait mis en avant. C'est un acteur qu'on a pu voir dans d'autres trucs, notamment qui a été remarqué il y a un an et demi dans The Gentleman, où il portait un costume de poulet et où il était exubérant, certes, mais qu'on a pu voir avant dans dans d'autres trucs, mais c'était du genre à porter un costume de poulet et un fusil. Hein. Donc du coup, voilà. Oui, en fait, voilà. Donc on est un peu dans le même élément, c'est pour ça qu'ils sont venus le chercher. Je pense que c'est cette espèce d'énergie-là qu'ils sont venus chercher pour son personnage. Mais dans les faits, c'est un peu la personne, je trouve, qui est la plus connue du cast avec l'acteur qui joue Maekar. Donc, et qu'on ne voit pas pour le coup. Mais c'est pas très étonnant du coup d'avoir mis ça là-dessus. En plus, on va pas se mentir, ça joue un peu le côté qu'est-ce qu'on retrouve là finalement, c'est le jeune Robert quoi. C'est le jeune Robert qu'on n'a jamais vu. Donc au final, c'est ça qu'ils sont en train de nous donner quoi. Et bon, on va pas dire que Aerion ce soit un modèle qui ressemble à Rhaegar, mais il y a un peu cette idée-là de rejouer ce combat-là quand même dans toute cette affaire. Il a un côté Harry Habitant. Ouais, un peu, peut-être. Peut-être le côté moqueur, enfin souriant comme ça qui me fait. Là, encore une fois, c'est juste une impression parce que j'ai pas encore vu le trailer. Oui, ouais, c'est ça, c'est qu'en fait. Il juge que sur les images fixes, j'avoue, en fait. C'est ça, exactement. Voilà. Mais après, je suis. Enfin, de ce qu'il donne à voir, je trouve qu'il correspond vraiment plutôt bien au personnage. C'est peut-être, tu vois, le personnage, j'avoue, dans la nouvelle, c'est pas le personnage qui m'a le plus marqué ou qui m'a le plus plu, mais la bande-annonce m'a vraiment donné envie de voir ce qu'ils en ont fait. Et alors, petit clin d'œil, ou clin d'œil, ou. Enfin, c'est pas que un clin d'œil, mais l'armure qu'il porte est en fait une. On la voit mieux plus tard. Ouais, on la voit mieux juste après. Alors, juste après celle-là, Chao. Parce que là, on voit le bouclier qui n'est pas du tout d'une forme traditionnelle. D'ailleurs, au passage, hein, c'est pas du tout dans les boucliers qu'on a eu l'habitude de voir dans Game of Thrones. Mais l'armure qu'il porte est en fait la même presque que celle de Brienne. Et donc là, je pense qu'on est un côté où on garde une identité visuelle pour les terres de l'orage, puisque Torse appartient aux terres de l'orage et que là, Lionel Baratheon est donc le seigneur des terres de l'orage. Je ne vois que cette explication. Ou alors ils vont nous linker avec un Dunk qui récupère wink wink un morceau d'une armure qui ressemble à celle de Brienne. Mais l'armure fait très plastique et le cheval lui a également sur les fesses, sur la croupe, il a également des bois de serre. Il y a des bois de serre partout. Oui. Les bois de serre sur le cheval, c'est là, ça fait assez plastique, ouais. C'est le souci de ces trucs imprimés en 3D, parce que ça, on s'en est rendu compte. Si vous avez maté les bonus de House of the Dragon, c'est très très imprimante 3D hein, quand même. Hein, maintenant, tout ce qu'on fait il y a très très peu de choses qui sont vraiment forgées, des choses comme ça. Donc je pense que cette matérialité, de plus en plus, on va la trouver un peu bizarre, quoi, parce qu'en fait, c'est plus rapide à préparer. Tu passes directement de ton plan 3D à ton morceau dont tu as besoin, et il suffit de le peindre et en avant. Mais effectivement, je pense que c'est un peu le risque, c'est d'avoir des choses peut-être un peu plus qui correspondent un peu plus à ce que les gens dessinent, mais qui finalement soient un peu moins en prise avec la réalité, quoi. Est-ce qu'il y a une chance d'avoir une chanson dans la série? Peut-être. En vrai, avec le... C'est pas impossible. Je pense pas. Ah, tu penses pas qu'on va avoir tu penses pas qu'on va avoir la femme du Dornien? Non. On l'a déjà eu dans Game of Thrones. Ouais, mais qui serait capable de la remettre et de l'étendre, quoi. Je veux dire, chanté par Lionel Baratheon.
Ouais, ou même, on a des Dorniens, non? Quand même, un peu. Oui, on a les dernières, mais C'est possible qu'il y ait de la chanson parce que quand même il y a quand même l'idée d'avoir des mecs qui font la fête et tout ça, donc c'est pas impossible. Après, est-ce qu'on aura du nouveau ou est-ce que ça sera juste du fan service avec The Bear and the Maiden Fair? Ça reste à voir. Donc voilà pour Lionel Baratheon qui en plus a une petite boucle d'oreille sur ses oreilles. Tout à fait. J'avoue, je suis pas allée vérifier, hein, mais quelqu'un avait fait la remarque comme quoi c'était le premier perso masculin à avoir des boucles d'oreilles. D'abord, je ne suis absolument pas allée vérifier, et ensuite, je me demande si quand ils étaient sur Mérine et les choses comme ça, il n'y en avait pas, mais... Genre Dario ou Bah Vidar, oui, voilà, ça m'a beaucoup étonné de lire ça. Oui, mais t'as un côté parce que c'est oriental, tu vois. Oui, mais... Là, ce serait le premier westien. Là, sur un personnage Ouais. Non, occidental, parce qu'effectivement, le côté les hommes portent des attributs féminins, en fait, c'est souvent quelque chose qui est associé à l'orientalisme. Mais là, oui, on est d'accord que ce serait... c'est la première fois qu'on aurait ce genre de choses qui est plutôt bienvenu, en fait. Tout à fait. Non, Voilà. mais ni Isdar, ni Dario, peut-être même carrément le premier, vraiment le premier. C'est un peu trop des bonhommes, tu vois, allez, à cette époque-là. Et du coup, s'ils peuvent rajouter des petites touches, hein, pourquoi pas. Ensuite, on passe au personnage de Tancel. Alors, je suis pas sûre qu'il y ait énormément de choses à dire, à part que c'est à peu près le seul cast féminin de cette série. Mais bon, la nouvelle est comme ça, hein, c'est que on est sur le côté où la seule femme, c'est la femme à sauver. On est bien dans les années 90. Et non. Ça sera beaucoup mieux dans la suite. Développons son rôle ou pas du tout. Rassurons-nous, ça sera beaucoup mieux dans la suite, niveau rôle féminin. Ça sera toujours des rôles un peu uniques, mais oui. pas les mêmes, quoi. Voilà. Voilà. Donc voilà, mais avant, en fait là la question c'est qu'on l'aperçoit juste et là elle est mise dans la bonne annonce uniquement parce que pour ceux qui ont lu les livres, mais à voir ce que ça donnera. Pour le coup, j'ai pas beaucoup de choses à dire sur elle. Bah, j'ai pas grand chose à dire non plus, j'espère juste qu'ils ont un peu étoffé son rôle pour qu'elle soit un peu plus présente, parce que là globalement ce qui va se passer c'est qu'à la fin de l'épisode 2 ou 3 on la verra plus sinon, donc ça sera vite terminé. J'espère que du coup il y aura un peu plus que ça et qu'ils arriveront à twister un peu son rôle, quoi, justement, parce qu'on est 30 ans après l'écriture de la nouvelle, ce serait bien d'écrire autre chose dans le contexte actuel autour des personnages féminins. On peut faire autre chose avec elle et ça serait bienvenu. C'est ça, mais après bon, vu le cast, c'est quand même pas mal la nouvelle, quoi. Et de manière générale, je pense qu'il y aura plus moyen dans les deux prochaines, en adaptant les deux prochaines nouvelles, de rajouter des persos féminins que dans celle-là. Ou à moins d'avoir vraiment une Brienne au milieu de transformer un rôle pour que tu aies une autre Brienne qui apparaisse, je vois vraiment pas comment tu pouvais rajouter des personnages féminins dans l'histoire. Non, ça aurait été plus comme d'accord. On passe aux deux rôles principaux. Oui. Avec cet œuf. Bon, vous le trouvez. Je pense... Il est super cookie. Voilà, c'est ça qu'on voulait savoir. C'est ça qu'on voulait savoir. Non, mais c'est pas vraiment, je le trouve super réussi. Vraiment, il est pas. Enfin, après, il faut le voir en action, évidemment, ouais, mais vraiment, je trouve que les deux personnages principaux castés, vraiment, c'est. Enfin, je les trouve impeccables, vraiment. Ah oui, moi je trouve que. Alors, le petit, il a l'air vraiment adorable pour le coup, ouais, vraiment. Pas grand chose à ajouter non plus. Je trouve que les deux, ils ont l'air d'être vraiment très bien. J'avais un peu peur que quand on me dit ah, c'est un ancien rugbyman qui a été casté d'un point de vue jeu d'acteur, ça pêche un peu, mais non, il a l'air vraiment impeccable, Dunk. Et c'est un peu con, mais toutes leurs vidéos de promo où ils sont tous les deux, ils sont vraiment archi mignons. Du coup, c'est un peu acheté, quoi. Je suis d'accord. Juste, ils ont l'air de bien s'amuser tous les deux. Donc du coup, ça se ressent en fait comme énergie.
Et du coup, ça donne l'impression que ça va bien marcher à l'écran aussi parce qu'ils font leur promo ensemble et tu vois qu'ils ont plutôt l'air de plutôt bien s'entendre et que du coup, ça va apparaître à l'écran. Du coup, que ce lien entre les deux personnages est vraiment, moi, je suis très optimiste sur ça. C'est vrai que moi, juste avec les images, je trouve ils ont l'air très bien castés. Alors, il y a toujours le petit côté des dissonances de voir un enfant chauve, sans sourcils et tout. Bah, voilà. Mais c'est le personnage, donc ça, c'est cool. Et d'ailleurs, du coup, entre les deux, c'est un peu marrant parce que le gamin a l'air de vouloir porter les cheveux longs entre chaque séquence de tournage, j'ai l'impression. Il fait repousser ses cheveux à chaque fois. Mais je tiens à préciser, j'ai oublié d'ailleurs tout à l'heure, mais l'acteur qui joue Erion, du coup, a aussi été casté dans la série Harry Potter. A priori, c'est lui qui jouera Fudge. Voilà. Faites ce que vous voulez de cette information. Ok, très bien, parfait. C'est pour les copains du Fandival. Il reste chez HBO, le mec. Il a signé son contrat chez HBO pour les prochaines années. C'est ça. C'est ça. Sur Dunk, alors peut-être juste petit point sur son armure, alors qui est complètement fidèle à celle qui est notée dans les livres, c'est-à-dire que contrairement à celle qu'on a vue d'Aerion, où elle est quand même décorée, là c'est vraiment de l'acier sans aucune fioriture, ce qui correspond en fait complètement au personnage. Et on va retrouver son blason avec cet arbre avec le coucher du soleil et une étoile filante qui tombe derrière l'arbre. On voit Shao, ouais, voilà, parfait. Je trouve qu'on est... c'est du bon acier, puis moi je trouve qu'on est vraiment pour le coup, dans les fanarts et les trucs comme ça qu'on avait eu, quoi. Tu vois, on est... Même le visuel du casque et tout, on se rapproche quand même beaucoup même du comics et tout ça. Hein, donc, je trouve que la synthèse entre ce que les fanarts et les comics proposaient et l'univers de Game of Thrones est assez réussie, en tout cas sur le design de Dunk. On est pile où il faut, quoi. Notamment au niveau du tabard qu'il porte, donc le tabard c'est ce qu'il y a au-dessus de la côte de maille. On est complètement dans ce que le comics avait fait en termes d'adaptation, même de couleurs, de tout ça. De couleurs, tu as dit, pardon, parce que je vois pas beaucoup de couleurs sur ce. Ouais, mais oui, de couleurs. C'était une blague. Couleur marron. Oui, ça va. En plus, c'est moi qui râlais sur les couleurs tout à l'heure. mais non, on est. Et puis même, vous voyez que là, son épée sur cette image, son épée, en fait, il a une ceinture de cordons de cordes. Et là, on est 100% sur de l'adaptation de ce que le bouquin écrit, où en fait, on est un chevalier qui a genre pas le sou du tout, et au lieu d'avoir une ceinture assez classe et assez solide, en fait, il a une corde en guise de ceinture. Donc, on reprend là complètement la description du bouquin. Tu sens qu'ils l'ont quand même lu au millimètre près. On va peut-être finir sur les 2-3 PNJ du coin qu'on a entreaperçus. Donc, Plumeur. Cette photo, ça, je sais pas ce qui se passe dedans, mais cette photo. Tu verras la scène, tu verras qu'on est vraiment passé de l'autre côté de la barrière de l'humour, vraiment, quoi. On est petite ambiance, on est vraiment pas très loin des visiteurs en vrai sur cette scène. Hein. Un petit peu, mais du coup, il est pas du tout ce qu'il est comment il est décrit dans le bouquin pour le coup, mais effectivement, c'est lui qui apporte la touche humour un peu lourdingue, je pense, mais humour quand même. Mais le côté un peu décalé où tu sens que t'es pas dans un truc sérieux, t'es un peu dans une comédie. En tout cas, il est utilisé comme ça dans la bande-annonce. Après, ce côté comique et machin et tout ça, moi je le ressens vraiment comme... Alors, d'une part, il y a ce qu'il y a dans la nouvelle. Bon, la nouvelle, elle est pas si comique comme ça, elle est un peu légère, mais je dirais pas que c'est une comédie pour autant. Là, le parti pris, quand on avait terminé le podcast, on avait dit que la meilleure adaptation de Dunkelhoff, c'était le film Chevalier avec Heath Ledger. Oui. Moi, je trouve que d'un point de vue tonalité, on se rapproche vraiment beaucoup du film Chevalier avec Heath Ledger. Hein. On est parce que les blagues pipi caca prout, il y en a dedans, quoi. Donc, et attention, j'adore ce film. Hein. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus.
J'espère juste que j'aurai pas l'impression de voir une redite, du coup, et que ça arrivera quand même à prendre un peu son essor à ce niveau-là. Et on peut passer ensuite aux fausses voix, les fameux. Enfin, le fameux pour le coup. Il y en a un qui est par terre. Oui, mais bon, celui qui est par terre, tu m'excuseras, il est flou. Oui, bah écoute, je suis désolée, c'était pas facile de prendre une capture d'écran alors qu'il était en train de tomber. Hein. Il n'a pas voulu prendre la pause. Il y a une pomme et le mec est complètement roux. Est-ce qu'on est sur le cliché de l'Irlandais Oh bah là, même la tronche, hein, on est sur de l'Irlandais. Hein, c'est quand même très très irlandais. Tu sens qu'il y a là, on est sur du local, quoi. Non, bah du coup c'est très conflant, j'ai envie de te dire. Hein, mais bon, c'est pas de bol, il vient pas de là. Mais c'est au niveau ambiance, on y est. Bah après les fausses voix, c'est le bif, on est d'accord, comme dirait Eridan. Oui. Son tabac est super propre. Son tabac, la pomme, elle a vraiment presque en relief en fait. Ils ont travaillé la pomme, ils ont travaillé l'ombre de la pomme et tout c'est. Mais je trouve que les trucs qui sont peints sont vraiment très peints. Tu vois, genre l'arbre de Dunk, c'est pareil, il est pas du tout. Il est très beau, il est très très beau, ouais. C'est fait. Merde. Ouais, t'es sur de la peinture presque un peu anachronique par rapport aux représentations qu'on avait jusqu'ici sur les blasons. C'est-à-dire que je sais pas si les blasons dans Game of Thrones étaient quand même plutôt schématisés dans l'ensemble quand même. Là, c'est vrai qu'on est vraiment sur de la peinture, quoi. Bah oui, et puis même on rejoint aussi le blason Targ. Ouais. Il y a plus de. Bah après, en même temps, ils ont que ça à jouer comme carte. Hein. C'est un tournoi, il y a des chevaliers. Il n'y a pas trop d'autres choses à gérer, on va dire. Il n'y a pas des dragons à gérer en post-prod ou des conneries comme ça. Donc je pense qu'il y a un peu un espèce de va-tout sur les costumes pour donner une vraie identité au truc. Et j'ai l'impression que c'est passé par le fait de vraiment mettre des vrais dessins. Ok, mais ce serait chouette. Hein. Moi, j'attends pas mal aussi, mais comme souvent, la production design, quoi. Parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai que là, lui, il a une nature morte au milieu de la poitrine, quoi. C'est. Et à voir derrière, parce que par exemple, tu vois, derrière, alors du coup, Grey, je vais cocher une autre case du bingo. On voit les blasons Tyrell, Targ, et celui d'à côté, je ne sais pas trop. Mais à voir, pareil, si eux, ils auront le même design que ceux qu'on a vu dans Game of Thrones ou pas. J'ai déjà pas trop l'impression pour le Tyrell. Ouais, à voir. Et qui sont des champions du tournoi, donc c'est normal qu'on les retrouve. En même temps, le Tyrell de Game of Thrones, qu'est-ce qu'il était moche, quoi. Pardon, mais... C'est Tyrell, celui-là le vert, ce qui est il y a le Targ. Ouais, celui qui est derrière avec l'espèce de fleur que tu vois, en fait. C'est une fleur... Alors, c'est peut-être le côté photo, mais ok. Et après, rouge, ouais... Je sais pas rouge, mais après, c'est peut-être ça doit être du Sandreguet, en fait. Parce que c'est les champions du tournoi de base, ils sont 5. Et tu as des... Il y a du rouge, il y a peut-être un peu de jaune ou une sorte de truc en hauteur, là. Mais... Ils se défient, Voilà. Sandreguet, on l'a vu tout à l'heure, il ressemblait pas à ça niveau couleur, hein, quand même. Il était plus orange. Il était plus orangé. Là, on va peut-être aller sur un Marfeu, sur un Herbos. Ah, la mystère. Pardon. Ou la mystère, ouais. Tout simplement, ouais. C'est... Le lion. Je suis bête, mais je pense que c'est du Lannister parce que c'est un des champions du tournoi aussi. Voilà. Donc... Mon espoir de voir des Bracaden et Nerbos qui a été douché. Je vais faire le deuil à la fin. Désolée. Je suis un peu peur qu'il aurait failli faire le deuil de... Non, il y en aura peut-être un quelque part qui traîne. Ça fera un copain de beuverie à Lionel. Il y a des peut-être. Alors, j'ai mis cette photo-là. Alors c'est parce que je pense que c'est très sombre sur toi, mais j'ai mis cette photo-là parce que les gens se sont amusés à essayer de voir qui était sur la tribune. A priori, on a une belle brochette de taille avec Aérion tout à droite, du coup, Maekar et Baelor au milieu. Et ce sera le seul aperçu de Maekar. On verra. Avec des femmes très grandes derrière. Je sais pas si c'est parce qu'ils sont sur... Ça doit être les derrière, mais je pense que c'est juste des personnalités figurantes.
honnêtement. C'est peut-être une tribune et du coup ça monte aussi. C'est ouais, ce que je pensais. Donc, Il y avait plein voilà, de jolies petites marguerites. C'est des tournesols, non? Des tournesols, pardon, je pas des marguerites, n'importe quoi. Non mais tu et moi, faut pas que je fasse des lives quand je suis malade. Et la lampe, n'importe quoi, tu vois, moi je fatigue aussi. La coupe de feu. La vasque, voilà, la vasque est jolie aussi, elle est travaillée. Avec des petits motifs, des petits motifs qui renvoient, je pense, au soleil de Sandreguet, là, qu'ils ont, enfin l'espèce de médaillon qu'ils ont. Oui. Je pense que oui. En train de faire des zooms sur notre canevas, ouais. J'aurais pu penser Martel, mais ils sont pas là. Non, mais mais les tournesols, je pense que c'est pas anodin non plus parce que c'est des fleurs du soleil. Du coup, pardon pour cet accent, mais ça fera une case à cocher en plus. Non, il n'y avait pas la case de l'accent. C'est quand il y a Eridan souvent qui a les accents, donc voilà. Je suis pas trop mauvais généralement là-dedans. Donc voilà, j'ai un peu de découvrir les Darontari quand même. Parce qu'ils sont très absents de la bande-annonce. Oui, mais pour le coup, c'est... on les voit pas. Donc, pas du tout, mais je pense que la bande-annonce est complètement... Enfin, se concentre vraiment sur oui, non, clairement, c'est fait exprès. Je peux pas introduire tout ça, mais j'ai... Voilà. Ouais. Il y a Lilou qui signale que les... Il y a Lilou qui signale que les princes Targ sont aussi des martels. Du coup, effectivement, tout ce qui est symbolique autour du soleil, ça fait sens. Oui, moi, la lecture, j'ai été énormément mélanger les personnages, enfin, la première lecture. Donc, en effet, je pense qu'il y a beaucoup de boulot à faire pour que les gens, que le téléspectateur ne se mélange pas dans tous ces Targaryens, quoi. C'est... la première lecture, ça avait été affreux. Hein. J'ai fait, mais qui sont tous ces gens? Qui c'est? Qu'est-ce qu'ils font là? Arbre généalogique, sortez-moi la tête, quoi. Là, j'étais complètement paumée quand j'avais lu. Hein. C'est quand même rigolo, c'est pas une série sur les Targs, et pourtant les Targs ils sont là en nombre et on les confond encore, tu vois. D'ailleurs, c'est pas une série sur les Targs, je suis pas complètement d'accord là-dessus. Un petit peu, mais... Ils sont quand même au centre de l'intrigue. Je veux dire, si t'as pas Aérion, t'as pas d'histoire, quoi. Je veux dire. Non, c'est clair. C'est clair. Mais on est content du coup qu'Aérion soit là pour mettre un peu d'ambiance. C'est ça. Incroyable. Il adore son. Et d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais on voyait sur l'image où on avait parlé des tentes et des décors, on voyait le prince Valar qui est encore un prince Targaryen. Voilà, un dirait. Oui, c'est vrai qu'il y a l'œuf aussi dans le genre. Lui là, dessin juste un peu. Voilà celui-là. Même si brun. Le prince Valar Targaryen. Et oui, il est brun et c'est normal. Voilà. Normal, hein, mais je pense c'est sympa quoi. C'est. Wink wink. Oui, voilà, n'est-ce pas Cosma, on va rien dire. Mais ils ont gardé cette idée en fait des Targaryens pas tous blonds. Voilà, c'était. Oui, mais ce qui est bien, c'est ce qui est canon. Après, je pense qu'en même temps, ils vont avoir tout le... canon, ouais, mais je pense qu'ils vont avoir tout se dire non, on veut tous des Targaryens, tous blonds platine, et puis voilà, comme ça, le téléspectateur se mélangera pas, pour le coup. Ouais, mais ça va pas avec le contexte géopolitique, parce que du coup, après les feux... ils vont essayer de t'expliquer les feux noirs, je pense, de toute façon, même dans la première saison, même si ça fait pas partie du texte d'origine. S'ils ont envie d'adapter les deux autres après, il vaut mieux commencer à planter des graines de suite. Donc, carrément. Ils vont être obligés de t'expliquer ça, ils vont être obligés de t'expliquer l'alliance avec les Martels. Et du coup, la meilleure manière de montrer qu'il y a l'alliance avec les Martels, c'est peut-être qu'il y en a certains qui soient un peu bronzés, qui aient des cheveux bruns, quoi. Du coup. On est d'accord là-dessus. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y en a un qu'on n'a pas vu de Targ, c'est Daeron. Parce que autant on peut avoir entreaperçu vaguement Baelor et Maekar, autant... J'espère qu'il sera là, je l'aime beaucoup. Non, il est sera là, casté. Il sera là, hein. Il est casté, c'est Henry Ashton qui va le jouer. C'est ça? Il s'appelle Henry Ashton, l'acteur. Il a une tête de beau gosse, hein, ça va être drôle quand on va le voir un peu bourré.
de beaux gosses, entre guillemets. Ça va être marrant. Ouais. Il a déjà joué dans Outlander. Voilà, faites ce que vous voulez de cette info. Et bah parfait. Allez, si on passe à la dernière catégorie, donc sur le scénario, on a, de ce qu'on a vu sur la bande-annonce, quelque chose qui colle beaucoup à la nouvelle, au point qu'il y a même des répliques qui sont complètement reprises du bouquin. Et la scène d'ouverture qui est celle-là que vous voyez avec Dunk qui porte un vieux monsieur dans ses bras. C'est l'ouverture du bouquin, de la nouvelle. Mais on a aussi en même temps, forcément, adaptation oblige, quelques choses en plus. Et notamment, effectivement, je pense que le rôle de Lionel Baratheon va être beaucoup plus mis en avant. C'est un personnage qui a l'air assez charismatique et sympathique, donc je pense qu'ils vont pas mal le développer. Voilà, est-ce qu'il y a des choses que vous avez repérées à la fois qui... D'un point de vue scénario, moi j'ai surtout fait attention à la mise en scène et j'ai trouvé, parce que pour le coup la scène d'ouverture avec Arlan de Penitry là justement, je pense je me demande si on reverra pas Arlan dans des flashbacks en train de causer avec Dunk. Alors oui, parce que on en voit déjà un dans le tout premier teaser. Voilà. Dans le tout premier teaser, il me semble qu'on le voit justement. Donc c'est un truc qui était numéro 2, et oui. Voilà. Mais je me demande si on ne le reverra pas même dans les saisons futures, même avec ça, parce que je crois que c'est quand même un cast. Ouais, le cast d'Arlan, c'est quand même un vieux de la vieille du théâtre anglais, genre le pote à Kenneth Branagh et compagnie là. Donc du coup, on est sur de l'acteur de compète. Donc je pense qu'ils l'ont casté en prévision de le faire réapparaître. Moi, je suis content de voir justement la scène d'ouverture. Typiquement, la scène d'ouverture telle que tu l'as lis dans le bouquin, c'est la scène d'ouverture de Chevalier. Je suis content qu'ils aient fait un autre choix, du coup. Que ça se passe pas dans un vieux truc un peu forestier et tout ça. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je me représentais la scène. Alors peut-être j'étais matrixé par l'un ou par l'autre, je sais plus. Mais qu'on aille dans un truc plus dramatique où il pleut, où c'est les collines irlandaises et machin et tout ça, ça me va. Et sur les dialogues, je serais incapable de dire quelle réplique sortent du bouquin, par contre. J'ai pas de par contre, chez Dunk et Love, je n'ai pas souvenir des punchlines de Dunk et Love, par exemple, que ce soit n'importe quel. Ah si, alors, complètement, le côté où il dit j'achèterai des chiens pour toi, ou enfin, je t'enverrai des chiens, etc. Tu vois, je me souvenais pas. On a vraiment, plusieurs fois, c'est des dialogues complètement qui sont repris. Ça, à titre complètement personnel, quand je m'en souviens bien, en fait, du coup, ça me sort un peu de l'immersion quand je les réentends. Mais à voir ce que ça donnera ici. Alors, juste le point qui avait pas mal fait parler, tu peux mettre le dragon Shao juste après. C'est ce visuel-là. En fait, ici, c'est le spectacle de marionnettes qui est un peu le déclenchement de l'intrigue. Où en fait, normalement, dans les livres, on a deux marionnettistes qui mettent en scène des contes, on va dire, ou des histoires des 7 couronnes. On a l'histoire de Numéria, on a Siméon, on a Florian le Foll, qui est joué en fait au théâtre un petit peu, mais moi l'image que vraiment je m'en faisais, c'était le Guignol. Donc en fait des personnages, des statuettes, et en fait j'avais presque les marionnettes à fil, moi, tu vois, dans la tête. Aussi. Mais c'est complètement ça en fait. Pour moi, c'est ce que j'avais. Moi, j'avais des petites marionnettes comme ça, là, tu sais, où tu joues avec les doigts, là. Et du coup, dans mon imaginaire, ça se rapprochait plus des spectacles je sais plus comment ils appellent ça dans Camelot, les poupies, là. Tu sais, le moment où Arthur il va avoir des spectacles, là. Et du coup, pour moi, ça avait plus ce visuel-là dans la gueule que je m'étais faite. Mais voilà, en tout cas, il y a ce côté. Ouais, c'est un peu ça. C'est vraiment là, on a le côté, le dragon, il est à taille humaine. C'est quand même un petit dragon, quoi. Et alors, il crache du feu. Je pense que l'histoire qui est adaptée est pas la même que celle qu'on a vue. Là, je pense que ça a l'air d'être Serwyn au bouclier d'argent. Ce qui peut, vu
l'histoire renvoyer une autre symbolique et être assez intéressante vu la chute de la nouvelle. Pourquoi pas, après, je me demande comment ils vont mettre en scène du coup un élément important de l'intrigue qui va mêler, alors sans spoiler, à la fois les Targaryens et ce spectacle. Oh, alors moi je vais spoiler comme un gros sale, mais je pense qu'ils vont foutre. Bon, alors attention, spoil. Je pense qu'Aerion il va pas se contenter de mettre une baffe et de casser une marionnette avec le pied. On va aller sur cramer le quartier des marionnettistes. En fait, ils vont faire un truc qui est plus cinématographique, quoi, tout simplement. Et ça va aller avec l'échelle du spectacle, je pense. Oui, moi, ce que je note, c'est que tuer 2 ou 3 marionnettistes au passage. Oui, c'est ça. Moi, je note que sur la marionnette, on s'éloigne du côté très médiéval du truc pour aller vers quelque chose de complètement photoréaliste. On est plus proche, je trouve, de ce qu'on propose dans les reconstitutions de dinosaures ou de trucs comme ça d'aujourd'hui, tu vois, on est plus en 2025, je trouve, dans la tronche du dragon que dans une évocation d'un dragon du Moyen-Âge. Parce qu'il y a même le détail de l'ouverture de la bouche avec les muscles et c'est ça. Les dents. Même, je sais plus comment c'est un nom particulier, mais en fait les reptiles c'est pas directement, ça s'ouvre pas directement comme ça. Il y a une sorte de peau de peau qui permet de faire la jonction, et ils ont même fait le détail jusqu'à le mettre en fait. Donc c'est sous la membrane. La membrane, voilà. Ouais, la membrane, ça. C'est que c'est voilà. Et il y a les marionnettistes qui tiennent, et après je pense que j'ai l'impression que c'est un enfant qui est l'acteur, un enfant ou jeune fille. En bas à gauche, ouais, peut-être, je sais pas sûr. Ouais, je suis pas sûre non plus. Mais du coup, j'ai dû. Notez que là, pour le coup, c'est une vraie troupe. Ouais. Tu vois, c'est une vraie troupe, alors qu'ils sont que 2 dans le. Parce que déjà, il y a. Après, je comprends le côté, en fait, on donne plus de visuel, on donne plus de grandeur à la scène. Je pense pour effectivement un peu plus impacter et retrouver le dragon qu'on n'a pas. Pour moi, c'est Tencel derrière le bouclier. Oui, c'est Tencel. Il y a quelqu'un qui l'a souligné. Et effectivement, c'est carrément Tencel. Sinon, j'allais dire, je comprends pas. Je comprends pas comment, d'un point de vue échelle, on se retrouve avec. En fait, Tencel, c'est juste un personnage parmi la troupe. Et du coup, qu'est-ce qui justifie qu'on s'en prenne à elle aussi et des trucs comme ça? Là, il risque d'y avoir quelque chose là, à ce niveau-là. Elle va leur lâcher un Unbowed, Unbent, Unbroken ou un truc comme ça va pas plaire à Aerion, il va lui coller une tarte, enfin tu vois, tu sens que ça va être un truc de ce style. Aerion est un personnage colérique. Non, voilà. Ouais, mais je pense qu'il va falloir... Vous allez me pousser à devoir le défendre, ce pauvre garçon, c'est terrible. Non, mais... Attends, le switch, la première truc. Non, mais je pense qu'il va y avoir un truc un peu, tu sais, il va arrêter le spectacle en disant gna gna gna, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Elle va répondre un truc de dornien et ça va l'énerver, tu vois. Et du coup, pour ça, il faut qu'elle soit sur scène et il faut qu'elle ait le premier rôle. Et pourquoi pas jouer de la symbolique de Aerion, il tarte un chevalier, ça en dit long sur le personnage. Ça va être intéressant. Ah ouais. Non, je note juste que le fait de foutre du feu à l'intérieur d'une tente. Oui. C'est quand même assez ambitieux. T'as jamais été au cirque, c'est tout. Alors si, mais les toiles n'étaient pas aussi proches, si tu veux, de ça. Voilà. Il y a Esclarmonde qui dit que ça rappelle le théâtre de Braavos et de King's Landing. Effectivement, ça va plus vers les choix qui avaient été faits par Game of Thrones du côté représentation des arts de rue, quoi. Et un des derniers points éventuellement qu'on voit, c'était aussi on avait un peu parlé, mais justement la relation entre Dunkelhoff qui est au cœur de la première nouvelle et qui, je trouve, est beaucoup mise en avant dans la bande-annonce. Et qui fonctionne, en tout cas pour l'instant, plutôt bien. Voilà. Oh bah oui, de toute façon, c'est le cœur de la série, donc c'est ça qui vend. Complètement, c'est ça qu'on va suivre pendant 3 saisons, donc il faut que ce soit faut pas qu'il se rate là-dessus, c'est ça. Tu peux mettre ce que tu veux comme armure en plastoc et comme chevalier qui se battent, si ça c'est pas réussi, ça sera perdu d'avance, quoi. Donc ils ont tout à fait raison de jouer toutes leurs cartes comme ça.
Donc voilà, les scènes de joutes ont l'air plutôt bien respectées. Alors je vais pas parler en termes de Moyen Âge, mais par rapport à la nouvelle. C'est plutôt. Ça a l'air bien. Franchement, j'attends de voir. J'aimerais vraiment que le mec qui avait fait les chorégraphies sur la saison 1 de House of the Dragon revienne, parce que j'avais vraiment trouvé que la manière dont tout ça a été mis en scène, ça faisait vraiment mal et les coups, ils étaient vraiment cool. Du coup, voilà. Mais je pense pas qu'il soit là, mais j'aimerais bien que ça parte dans cette dimension-là. Parce que j'avais vraiment trouvé que la séquence de tournoi, elle avait été bien menée. Il n'y a pas de raison, après, il n'y a pas de raison qu'il soit... Enfin, même s'il n'est pas là, que ce soit quelque chose de différent, sauf que le tournoi est important. Non, mais ils avaient amené un peu des trucs, tu sais, genre c'était ses idées à lui de mettre des caméras sur la liste, par exemple, et de suivre un peu les mecs quand ils tombaient sur la liste. Enfin, tu vois, des choix de mise en scène comme ça qui étaient faits, parce que lui, il était directeur des cascades et il travaillait avec les réalisateurs. Et du coup, je trouve que ce qui avait été fait sur les combats et sur les tournois sur la saison 1 de House of the Dragon, c'était vraiment intéressant en termes de mise en scène. Et ça venait un peu de cette expérience-là. C'était dit dans les bonus, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas de l'interprétation. Et j'aimerais bien que du coup ce soit un peu le cas ici aussi, parce que tous les enjeux se cristallisent autour de ce fameux tournoi, de cette liste et tout ça, quoi. Donc t'as pas envie que ce soit raté, sur le quoi. cœur du truc. Donc effectivement. Voilà. Pour éventuellement, si vous avez d'autres éléments à ajouter sur ce qu'on a vu dans cette bande-annonce, on retrouve. Enfin, ça a l'air quand même bien fidèle à la nouvelle, mais de toute façon, George Martin l'avait dit lui-même que c'était très très fidèle de ce qu'il avait eu, puisque lui, il a évidemment tout vu. C'était quand même bien fidèle. Après, la question se posera une fois que les 2 saisons seront passées, est-ce que ils adapteront librement une 4e saison ou pas? Moi, à titre perso, je les vois pas faire ça. Moi non plus. Ils ont bien vu ce que ça donnait. Non, mais ils ont bien vu. Franchement, le nombre de gens qui auraient pu. Enfin, tu vois, Game of Thrones, ça aurait pu être un truc qui aurait été porté au nu pendant 20 ans, et HBO, ils auraient été trop contents que ce soit ça. Et en fait, ça s'est cassé la gueule parce qu'à un moment, il n'y avait plus de livres. Et enfin, en tout cas, d'un point de vue réception critique. Réception critique du public. Je pense qu'il n'y a plus de prise de risque à ce niveau-là de la part de HBO. Et de toute façon, c'est la politique de Discovery. Sinon, ils auraient fait autre chose que réadapter Harry Potter. Ils auraient fait des séries dans l'univers d'Harry Potter sans reprendre le truc en mode reboot. Je pense que c'est pas du tout la politique qui est menée à l'heure actuelle là-bas. Et ils iront pas faire un truc sans bouquin. Je pense qu'ils se relanceront pas là-dedans. C'est mort. Et un bouquin d'ici là, le quatrième la tome quatrième nouvelle d'ici là, 3 ans. Ouais, bah écoute. Écoute, on parle pas des choses, on parle pas des choses qui fâchent. On avait dit. Moi, je suis désolée, mais je le sens. Mais je sens 100%. Enfin, je le sens tellement capable de dire au fait, la série a bien avancé. Du coup, je sors la 4e nouvelle. C'est ce que je pensais aussi. Je n'ai pas tout. Vraiment, je le sens tellement gros comme une maison. C'est pas impossible. On aura quelque chose à lire. Hein, c'était facile à écrire. J'ai fait ça sur un coin de table en 6 mois. Mais si, moi on verra dans 3 ans, dans 4 ans. Et voilà. le pire, c'est qu'en plus, on serait content. Mais carrément. Ouais, on serait super content. J'ajoute un tout petit truc, c'est que Ira Parker, c'est pas que le showrunner, hein, c'est lui qui a scénarisé les 6 épisodes. Il est aussi scénariste sur les 6. Il est aussi scénariste. Il y a d'autres scénaristes, mais c'est principalement lui le scénariste principal. C'est ça. Et je regarde un peu les réalisateurs pour voir un peu sur quoi ils ont bossé d'autres. Ouais, bon, c'est des réals de série, quoi. Tout ce qu'il y a de plus classique. Alors, est-ce qu'il y a une scène que vous attendez en particulier? Dans la première nouvelle? Ouais. Yoda, je te laisse répondre d'abord. Bah moi, je voudrais bien voir Daeron. Putain, j'allais répondre la même chose.
Oui, mais en même temps, c'est ce qu'on nous C'est a mon pas donné. côté, j'aime bien les losers, hein, mais vraiment Daeron, c'est vraiment Non, mais un personnage que je trouve vraiment cool. Flamboyant, tu veux dire? Tu veux dire qu'il est flamboyant, lui, contrairement à Flamboyant? l'autre? Non! Ouais, j'allais répondre un peu la même chose. La séquence de l'auberge, c'est une séquence que j'aime beaucoup, je crois, dans la première nouvelle. Ouais, moi, c'est vraiment aussi... j'aime beaucoup ce passage-là. C'est un peu con, il est au Allez, va début. pour Daeron. Chao, une idée? Non, moi je pense que c'est pas leur rencontre entre Dunkelhoff puis le début de la complicité qui y aura, parce que pour moi cette série c'est une série, enfin déjà c'est une série plus courte que peut être Dance, avec pas de dragon, pas de contexte de guerre, donc ce sera plus le père feel good, mais avec des enjeux moins importants, et je pense que se resserrer sur deux personnages comme ce qui va être le cas là, c'est pas plus mal pour faire une bonne série dans l'univers, et faire ce que Game of Thrones faisait plutôt bien dans les premières saisons, des scènes d'intérieur ou des scènes d'extérieur, mais avec des relations de personnages et de l'importance de la petite histoire dans la grande histoire, et la grande histoire dans la petite histoire en fait. Effectivement, c'est la nouvelle qui se prête beaucoup à ça d'ailleurs. Voilà. Est-ce qu'il y a un monde qui parle de Baelor? Tout Baelor, très bien. Et Wiki l'ourson, bref, qui interrompt l'affrontement entre Aerion et Dunk. Très bien. Si j'avais voulu troller, j'aurais dit que ce que j'attendais le plus comme scène dans la première saison, c'est la deuxième saison, parce que c'est ma nouvelle préférée. Mais voilà. 2027, peut-être. 2027. J'espère que ça va vraiment sentir la sueur et qu'ils en pourront plus, quoi. Tellement il fait chaud. Tu vois, par exemple, tu vois, c'est un truc que je trouve que dans Dune, ils n'ont pas du tout réussi. J'espère qu'ils le font mieux dans Nukem, ce serait un peu rigolo. Voilà. Ouais, après, c'est moi, sur un temps j'attends plus court et c'est pas... Bah, faudra que t'en profites, parce qu'après, dans les autres nouvelles, c'est un peu plus compliqué. Et puis Dune, c'est propre. Enfin, Dune, c'est même on imagine très propre. Alors que je pense dans Trône de Fer, c'est du côté un peu plus sale, en fait. Ouais, et puis c'est pas le désert, pour le coup. Oui. C'est juste, il fait chaud, ils sont dans le sud et il y a une sécheresse, quoi. Qu'on a tous vécu cet été, finalement, en fait. C'est pas si... Alors, en fait, intellectuel, parfait. Bon, et bah sur ce, éventuellement, si vous avez d'autres points à rajouter, mais on a quand même fait à peu près 1h30, je pense, sur un teaser de 2 minutes 30. On n'est pas trop mal. Le prochain trailer. Après, je sais pas. Ouais, par exemple, je sais pas si on aura beaucoup d'autres bandes annonces. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'on est déjà. Parce que. Série, en fait. Et puis il y a moins à présenter, en fait. Du coup, enfin, tu vois, si tu veux pas tout révéler en trois bandes annonces, je pense qu'on en aura peut-être une avant Noël, mais je suis même pas sûr. Et après, on en aura une début janvier et zou, quoi. Non, par contre, ce qu'on peut avoir... Non, ce qu'on peut avoir, c'est comme ce qu'ils font sur The Witcher, c'est-à-dire des extraits de 2 minutes, tu vois, à droite à gauche. Ce qui me saoulerait, parce que alors là, pour le coup, je pense que on ne fera pas du tout de tweet là-dessus, quoi que ce soit, parce que autant les bandes annonces, ça peut être intéressant à analyser sur la stratégie marketing, sur le premier visuel, sur ce qu'on arrive à voir de la mise en scène, du scénario, autant des extraits de scènes, moi je regarde pas parce que ça me casse complètement les nerfs. Ah ouais, moi je regarderai pas, hein. Si c'est ça, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce qu'on est. Enfin, déjà, il n'y a pas de montage, c'est juste un extrait de la scène. Ce qui peut se passer, c'est qu'on se retrouve, s'ils veulent vraiment, s'ils sentent que les audiences sont en rade, par contre, on peut se retrouver avec un épisode 1 en entier sur YouTube pendant 24 heures au moment du démarrage. Ça, c'est une possibilité. Mais après, c'est tout, quoi, je pense. Est-ce qu'il y a un monde qui dit j'ai hype pour Dunkelhoff et 0 pour House of the Dragon? Non, parce que j'ai pas envie. En fait,
Ouais, la mauvaise expérience de la fin de la fin de House of the Dragon, je pense elle peut être, c'est pas irrattrapable, donc j'ai envie d'y croire. Non, je suis d'accord que la saison 2 était assez décevante, mais voyons ce que ça donne pour la suite parce qu'il y avait quand même des bons éléments. Tout était pas acheté, et puis entre-temps, on a un peu compris pourquoi c'était comme ça. Donc en fait, je me dis qu'il n'y a pas de raison que ça se passe de la même manière pour la prochaine. Voilà. Et bah sur ce, les copains, on va Et dire bonne nuit. merci au Bonne chat nuit. de nous avoir suivis. Encore désolé pour les problèmes techniques. Merci à Chao pour nous avoir secondé brillamment De sur rien. cette Merci saison. beaucoup. Et puis on se retrouve là probablement en janvier, peut-être en live. Alors vous avez toujours les MMA qui sont régulièrement sur cette chaîne. Mardi prochain. Et qui disent, n'oubliez pas. Voilà. C'est quoi le C'est sur prochain? Watership Down en plus. Ouais. Le Watership Down, c'est une histoire avec des lapinous. Ouais. Et c'est très fortement recommandé par George Martin. Ça fait partie de ses livres favoris. Hein. Donc, ah oui, voilà, je dis ça. Ah oui, complètement. on a la ça pression fait, maintenant. Imagine, on n'aime pas. Complètement. En fait, ça fait partie des 5 livres préférés qu'il a lus avec la communauté de l'anneau de Tolkien et avec je ne sais plus quoi. Enfin, on a la liste quelque part qui traite. Et en vrai, ça a complètement infusé dans le Trône de Fer. C'est assez visible. Donc voilà, c'est bon, Yoda, vous avez encore terminé. Donc, ne spoilez pas la fin. Donc il y a MMA la semaine prochaine. Voilà, vraiment. Il y a la relecture. Donc Winnie Lançon pourra être. Donc il y a Redan, il y a la relecture de Dunkelhoff. Je pense que ça, on avait déjà dit au début. Ça c'est important. Voilà, et il y a un podcast du Son du Mur qui devrait bientôt arriver. Ouais. C'est le 2e numéro sur la représentation du handicap et qui est super intéressant. Donc restez connectés. Voilà. Puis bah voilà, c'est déjà pas mal tout ça. Oui. Et bien, au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir, Bisous. bonne soirée. Au revoir.